Ça fait maintenant 7 ans que je suis freelance et durant cette période, j'ai entendu plein de gens donner plein de conseils qui étaient généralement pas top. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un peu d'expliquer comment moi je ferais si je me lançais aujourd'hui dans une carrière artistique. Le portfolio. Lorsque vous serez en discussion avec un potentiel client, l'une des premières questions que vous aurez, c'est « Est-ce que vous avez fait un projet similaire à celui-ci » Et à ce moment-là, si votre réponse c'est non, vous venez littéralement de diviser par 2 ou 3 vos chances de signer ce contrat. Oui, ben non. Et c'est l'un des paradoxes, c'est que d'un côté, pour avoir des clients, il faut avoir fait des missions et avoir un portfolio, et pour avoir un portfolio, il faut avoir des clients. Alors, comment on fait pour construire un portfolio quand on débute? La première chose, ça va être de profiter de l'effet de lancement. En effet, il y a plein de gens qui rêvent comme vous de devenir freelance. Et ces gens-là, lorsqu'ils verront votre post LinkedIn dans lequel vous direz « Je me lance, s'il vous plaît, donnez-moi du travail, s'il vous plaît, partagez et aidez-moi à lancer mon activité », lorsqu'ils vont voir ce post, ils vont se dire « J'ai envie de soutenir ça. J'ai envie de partager ça parce que c'est son rêve, mais c'est aussi un peu le mien. » Et vous pouvez profiter de cet effet pour avoir une visibilité très large dès le début et signer vos premiers contrats. Évidemment, comme vous débutez, vous serez tenté de vous dire « Mais en fait, pourquoi tous ces clients, ils travaillaient avec moi? Pourquoi ils ne travailleraient pas avec quelqu'un de plus chevronné, de plus expérimenté ?» Et c'est une question légitime, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que vous avez 2 choses à apporter. La première, c'est le temps. Ok, vous venez de débuter, il y a le site internet à faire, vous faites des cartes de visite et il faut choisir votre logo. Mais globalement, vous avez plus de temps que quelqu'un qui travaille depuis des années et qui a un agenda qui est complètement rempli. Et la deuxième chose que vous pouvez apporter, c'est que vous aurez des tarifs plutôt pas chers, surtout au début, pour lancer votre activité. Et ça, il y a une typologie de clients particuliers qui cherchent ça, ce sont les agences. Les agences, souvent, elles ont un client assez gros qui fait une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Et ce qui se passe avec ce client, c'est que il va avoir à la fois des demandes pour des trucs très prestigieux, avec des gros budgets, des grosses équipes, etc. Et aussi des petites demandes qui ont quand même leur importance dans l'ensemble de la prestation. Pour ce genre de mission, l'agence, elle cherche des gens pas chers et qui peuvent faire ça rapidement et efficacement. Et du coup, le fait que vous soyez disponible et pas cher, il y a un match et ça peut très bien fonctionner. À titre personnel, moi j'ai commencé en travaillant avec des agences et je peux vous dire que c'est un très bon départ parce que 1, vous allez vous faire un portfolio, rapidement parce qu'il y a beaucoup de demandes. En plus, une fois que le rapport de confiance est établi entre l'agence d'un côté et vous de l'autre, l'agence elle va vous proposer des missions de plus en plus complexes et de plus en plus intéressantes et ça va vous permettre d'enrichir votre portfolio dans des domaines sur lesquels vous n'avez pas encore de portfolio. Ah, parce que vous les vendez en plus. Je sais que la question des tarifs, elle est très controversée. Donc il y a toujours les gens qui vont dire non, il faut jamais se brader, il faut toujours être à un bon prix, etc. Parce que généralement, les clients radins sont des clients pénibles et les clients qui, au contraire, sont prêts à payer certaines sommes sont plus simples à vivre. Et en soi, c'est pas faux. Sauf que quand vous débutez, les gens ils prennent un risque avec vous. Et ce risque-là, il a un coût et c'est pour ça qu'il faut être moins cher. J'aurais même tendance à dire, n'hésitez pas à faire certains projets limite gratuitement en fait. Parce que votre priorité, c'est de construire un portfolio. Les négociations tarifaires, elles viendront après. D'ailleurs, petite anecdote au passage, il m'arrive encore aujourd'hui de travailler gratuitement. C'est pour moi une nouvelle opportunité de développer un nouveau set de compétences ou d'avoir un portfolio dans un domaine dans lequel j'ai pas encore de portfolio. La réputation. Avoir ses premiers clients, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir ses premiers témoignages clients, ses premières notes clients, puisque c'est ce qui va vous permettre à l'avenir de signer des clients de plus en plus facilement. À ce sujet, la première partie de votre mission, ça va être de trouver un endroit sur lequel collecter vos avis. Ça peut être Malte, ça peut être une plateforme de freelance, ça peut être Google, ça peut être Trustpilot. Peu importe, l'important c'est que les gens croient dans la fiabilité de ces avis, donc il faut qu'ils soient d'une certaine manière vérifiés. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir demander à chacun de vos clients, à chaque fois que ça se passe bien, de laisser un avis. Et là, n'hésitez pas à envoyer 1, 2, voire parfois 3 mails pour être sûr d'avoir ces avis. Une fois que vous avez tous ces avis clients, vous pourrez les utiliser comme levier, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir des clients qui me contactaient sur LinkedIn et je les renvoyais vers mon profil Malte pour qu'ils voient tous les avis que j'avais et tous les clients contents que j'avais eus. Et ça m'aidait à les convaincre. La deuxième partie de votre mission, ça va être de construire, développer et faire fructifier votre réseau. Et en gros, il y a 3 types de relations qui peuvent être intéressants pour vous. La première, ça va être de rencontrer vos pairs.
c'est-à-dire des gens qui font le même métier que vous, qui soient un peu plus seniors ou un peu plus juniors. Et pourquoi c'est important? Parce qu'ils ont potentiellement traversé les mêmes problèmes que vous et ils ont peut-être trouvé des solutions que vous n'avez pas en tête. Et en écoutant ces solutions, en écoutant leurs avis, vous allez apprendre beaucoup de choses et ça va vous faire gagner un temps fou. Ça peut aussi être un partage, par exemple, ils peuvent vous montrer la superbe chaîne YouTube que j'anime et ça peut vous aider pour votre carrière. Et en plus, au cas où vous ne le savez pas, la vie de freelance, elle peut être extrêmement dure émotionnellement. C'est-à-dire que vous allez affronter des périodes de vide et pendant ces périodes de vide, vous allez vous demander comment vous allez payer votre loyer, vous allez tout remettre en cause, vous allez vous dire « Ah, ben, je vais peut-être aller élever des chefs dans le Larzac ou devenir plombier ». Et à ce moment-là, c'est très important d'avoir quelqu'un qui a connu les mêmes situations, qui vous met une main sur l'épaule et qui vous dit « Mec, c'est ok, t'as une période de vide, t'as pas besoin de remettre en cause ta vie, ça va passer. » Et tu sais pourquoi je sais que ça va passer? Bah, parce que t'as déjà eu des périodes de vide et t'en auras d'autres à l'avenir et elles sont toujours passées. Donc, déstress, calme, tout va bien se passer. Le second type de relation qu'il va falloir entretenir, c'est les relations avec des freelances qui ont des domaines d'expertise complémentaires aux vôtres. Prenons un exemple. Vous avez un client. Le client, il a engagé une graphiste pour refaire la charte graphique et le logo de son entreprise. Okay? La mission se passe très bien et à la fin, très logiquement, le client, il veut quoi? Bah, il veut refaire son site internet pour que ce site internet corresponde à la charte graphique qu'il vient de faire. Qu'est-ce qu'il va faire naturellement? Il va aller voir la graphiste et il va lui dire « Est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui est web designer ?» Et si par hasard, vous êtes web designer, et si par hasard, vous êtes ami avec cette graphiste, il y a de bonnes chances pour qu'elle vous recommande. Et vous voyez que dans ces cas-là, il se passe deux choses. Un, c'est des missions qui sont généralement extrêmement faciles à signer. Et deux, du fait que vous avez les témoignages de la graphiste et qu'elle peut vous dire comment ce client fonctionne, c'est aussi des missions qui vont être plus faciles à vivre parce que vous avez plus d'informations dès le début. La troisième relation à entretenir, c'est la relation avec tous vos clients potentiels. Alors là-dessus, j'ai pas trop de vous conseils à donner parce que je suis pas très bon dans ce domaine-là. Les contrats. Quand vous vous baladez sur les réseaux sociaux, sur certains groupes Facebook d'entrepreneurs, vous allez voir tout le temps des histoires d'impayés, des histoires de clients qui paient mal, qui paient en retard. Et le conseil qui vient systématiquement, c'est « t'aurais dû faire des CGV, t'aurais dû leur faire payer 10%, par mois de retard, etc. » Ces conseils sont en partie légitimes, mais ça peut être un peu limité. Et moi, je me rappelle notamment quand j'ai commencé, c'est l'une des premières choses que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le père d'un de mes amis qui est avocat. Il m'a écrit des CGV avec un template facilement modifiable, et donc très fièrement, je l'ai envoyé à mon premier client en disant « Regardez, voilà, est-ce que vous pouvez me signer ça, etc. » Et au bout de, je crois, une semaine et demie, ça fait longtemps, je ne me rappelle pas exactement, mais j'ai reçu la réponse. C'était un mail qui faisait 2 pages où ils négociaient, je pense, à peu près un article sur 2. Donc ils étaient là, ok, le 1.1.2, est-ce que vous pourriez rajouter ça? Puis le 1.1.4, là j'aimerais une modification. Et donc concrètement, pour moi, tout ça, c'est pas très intéressant. Vous allez perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose. Le contre-argument à ça, c'est qu'au moins, une fois que vous avez un contrat en dur, vous êtes protégé. Mais c'est vrai qu'en théorie, puisque qu'est-ce qui va se passer? Si votre client il veut aller jusqu'au bout, vous allez devoir faire un procès. Okay. Un procès, ça veut dire potentiellement engager un avocat, parce que même si on est dans le civil et que vous n'êtes pas obligé d'avoir un avocat, c'est quand même mieux. Ça veut dire engager des frais d'huissier, ça veut dire envoyer des recommandés à gauche et à droite et perdre beaucoup de temps et d'énergie. Est-ce que vous allez faire tout ça pour 1 500 €? Je suis pas sûr. Et est-ce que ça vaut le coup pour 1 500 €? Je suis pas sûr non plus. Et en plus, même si vous gagnez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recommencer ça avec le client d'après? C'est pas comme si vous pouviez écrire sur votre biographie LinkedIn « Faites gaffe, j'ai déjà fait des procès à mes clients et j'ai gagné ». C'est pas viable en fait, vous pouvez pas vivre comme ça. Par contre, effectivement, si vous êtes sur des montants de 5, 10, 15 000 € et que c'est un truc récurrent, là oui, faire un contrat, ça peut être utile. Mais pour moi, ce qui est le plus utile dans un contrat, c'est les démarches qui précèdent à l'écriture du contrat. Il y a d'abord le fait que lorsque vous écrivez un contrat, il faut tout préciser. Et ça vous obligera à réfléchir avec votre client et à vous mettre d'accord avec votre client sur tous ces sujets-là. Et la deuxième chose intéressante, c'est que vous avez un oui. C'est-à-dire que votre client, il dit OK pour ça, et donc vous avez une validation et un engagement de sa part qui est à la fois légal et émotionnel. Par rapport à ce problème, moi j'ai choisi plutôt de faire une grosse proposition commerciale où je vais décrire ce qu'on va faire, comment on va le faire, etc. avec un vocabulaire qui est compréhensible à la fois par mon client et par moi-même.
La question du vocabulaire, elle est sous-estimée, mais elle est très importante. Et là-dessus, j'ai un exemple. J'ai souvent pour habitude, lorsque je parle de vidéo, de leur dire il y a 3, 4, 5 allers-retours inclus. Les allers-retours, ça veut juste concrètement dire que je leur envoie la version 1 de la vidéo, ils me font leur retour, je leur envoie la version 2 en prenant en compte les retours et ainsi de suite. Et chacun de ces allers-retours est un aller-retour. Et c'est déjà arrivé que j'ai des clients qui ne comprennent pas du tout cette notion. Et en fait, parfois, il y avait un temps de retard de plusieurs jours parce qu'ils ne me demandaient pas ou etc. J'étais obligé de les rappeler pour en apprendre plus. Donc, essayez d'être le plus simple et de parler avec leurs mots plutôt que les vôtres. Une autre chose importante à demander, c'est voir avec eux si c'est la première fois qu'ils font ce genre de projet. Et dans ce cas-là, il va falloir être beaucoup plus détaillé que d'habitude. Ou si au contraire, ils sont très habitués à l'industrie et au fonctionnement de tout ça. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller un peu plus vite sur certaines étapes d'explication. Prenons un exemple concret, un témoignage client pour une application. La première étape pour moi, ça va déjà être de préciser quels sont les objectifs de la vidéo. Par exemple, le but est de montrer comment votre application permet de gagner du temps, ou votre application permet de limiter les problèmes de communication entre les différents services, etc. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir donner une expression concrète à ces objectifs. Donc par exemple, si on veut montrer qu'il y a un gain de temps, l'une des manières, ce serait de montrer qu'est-ce qui se passait avant que cette application soit installée chez le client, et qu'est-ce qui se passe après. Ensuite, on va parler de la partie pratique, donc comment on va s'organiser, quels vont être les livrables, combien de vidéos ils vont avoir, quelle durée, etc. Et on détaille ça un peu en disant voilà l'étape 1, 2, 3, 4, 5 de comment on va s'organiser. C'est aussi là où vous pouvez préciser les dates. Et enfin, la question des tarifs, et éventuellement avec plusieurs options selon ce qu'ils vous ont demandé. Depuis que j'ai mis ce système en place de faire des propositions commerciales assez étoffées, il y a eu 2 grands changements. Le premier, c'est que ça a été beaucoup plus facile pour moi de signer les clients. Ils apprécient d'avoir un truc simple à comprendre pour eux et qui les aide à se projeter dans le projet. Et le deuxième effet, c'est que j'ai aucun problème d'impayé en fait. Là, ça fait bientôt 7 ans que je suis freelance et j'ai un seul impayé. C'était une femme aux États-Unis. Et donc, je ne me suis pas senti de me lancer dans le procès ou dans les recherches. Mais voilà, un impayé en 7 ans. Évidemment, j'ai eu des retards de paiement, des choses comme ça, mais ça s'est toujours réglé, entre autres, grâce à cette proposition qui était claire, compréhensible et transparente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut! Tu m'entends? Oui, je t'entends. Émile et images. Ah oui, oui. Non, coupe, je vois pas comment enchaîner, pardon.